bonjour à tous. Bon, je vous propose qu'on commence, si ça vous va, Claire et Marie. L'idée, donc merci déjà pour votre présence. Aujourd'hui, on organise un petit webinaire pour vous présenter le concours Innovation Innov, qui est ouvert depuis quelques semaines et qui va clôturer fin mars. On a la chance d'avoir Claire Melki et Marie Grandeboeuf, respectivement de l'ADEME et de la BPI et de l'ADEME, qui vont nous présenter le dispositif. On va leur laisser 20 minutes de présentation et puis 20 minutes, une demi-heure de présentation. Et après, on aura du temps pour échanger, pour poser des questions. Le fonctionnement de GoToWebinar, il est plutôt simple et assez efficace. Vous êtes en mode écoute seul, donc votre micro est désactivé par défaut. Mais vous pouvez poser des questions sur une petite barre de notification que vous avez quelque part sur votre écran. Il y a le micro qui doit être coupé, une petite main levée qui est grisée, et juste en dessous, il y a une petite bulle. Cette petite bulle, elle vous permet de nous poser des questions. Moi, je vais les concaténer et je vais essayer de les retranscrire le plus justement possible à nos deux présentatrices pour qu'elles puissent y répondre. Donc, n'hésitez pas tout au long de la réunion à poser vos questions via cet outil. Donc, brièvement, je vais me présenter. Je suis Laurent Perret, je suis chargé de mission projet innovant au sein du pôle Aerospace Valley. Le pôle peut vous accompagner sur la préparation de la réponse à appel à projet, et on peut mettre aussi à votre disposition des actions pour vous aider à consolider le projet. Et il y a aussi tout un sujet sur la labellisation dont on pourra parler un petit peu plus tard dans la réunion en fonction de ce qui aura pu être dit. Donc si ça vous va, Claire, Marie, je vous laisse la main pour la présentation, et moi pendant ce temps, je prends note de toutes les questions que les participants pourraient avoir d'ici là. Parfait, merci beaucoup. Merci Laurent. Donc Claire Melki, je me présente en quelques mots. Donc je suis chargée de développement au sein de l'équipe du pilotage des programmes. Donc on va être en charge de la mise en place et de la coordination des différents appels à projets, dont le concours d'innovation, donc qui est opéré par BPI France en collaboration donc avec l'ADEME. Je laisse peut-être Marie se présenter également en quelques mots avant de commencer. Oui, bonjour. Bonjour à tous, Marie Grandeboeuf de l'ADEME. Moi, je suis à la direction entreprise et transition industrielle de l'ADEME et je suis en charge du pilotage et de tout ce qui est instruction du concours Innovation Innov à l'ADEME. Donc, plus particulièrement sur les thématiques de la transition écologique. Parfait. Merci Marie. Donc, et merci à tous d'ailleurs d'être connectés aujourd'hui donc pour cette présentation du concours d'innovation Innov. Donc, comme son nom l'indique, le concours d'innovation, il rentre dans le cadre du concours d'innovation qui contient 3 appels à projets, le concours IPHJ, le concours d'innovation eLab et enfin le concours d'innovation Innov, qui est donc financé par le programme, le plan d'investissement à venir, dans le cadre donc du plan France Relance. Donc, le programme d'innovation Innov, il va chercher à financer des projets innovants qui sont déposés par des entreprises donc monopartenaires, donc à chaque fois une seule entreprise, qui doivent être des PME pour être éligibles, afin de favoriser donc l'émergence d'entreprises leaders dans leur domaine. Donc l'objectif, c'est d'accélérer le développement et la mise sur le marché de solutions et de technologies innovantes. On reviendra là-dessus un peu plus tard, mais on va vraiment chercher à financer des projets qui présentent une innovation de rupture. Donc, différent d'une innovation incrémentale, on va vraiment chercher à avoir des projets innovants. Donc, pour cette 9e vague qui se clôture le 22 mars prochain à midi, on va avoir 4 thématiques qu'on présentera également par la suite. Et donc, le changement de cette 9e vague, c'est que ces 4 thématiques reviendront normalement pour les vagues suivantes. À chaque fois, sur les vagues précédentes, on avait des modifications de thématiques en fonction des vagues. Et là, à partir de la 9e vague, donc les 4 thématiques reviendront sur les prochaines. Je laisse peut-être Marie présenter rapidement les thématiques. Donc voilà, comme Claire vous l'a dit, vous avez 4 thématiques. Donc une thématique santé, une thématique numérique, une thématique
Et après, 2 thématiques un peu plus de la transition écologique qui sont le transport, la mobilité, ville et bâtiments durables. Donc voilà, une thématique un peu qui regroupe toutes ces sous-thématiques, et une autre thématique de la transition écologique, énergie, économie circulaire, eau et biodiversité, adaptation au changement climatique. Donc voilà, ça a 2 grosses thématiques de la transition écologique qui regroupent un peu toutes les anciennes thématiques qu'on avait 2 fois par an. Donc, pour être éligible au concours innovation, vous devez rentrer dans l'une de ces 4 thématiques. Et comme Claire vous l'a dit, normalement reviendront voilà, à partir de la vague 10, elles doivent revenir un peu 2 fois par an. Du coup, vous aurez ces 4 thématiques. Tout à fait. Donc, pour être éligible, le dossier, il doit être complet et soumis dans les délais sur la plateforme de dépôt. On reviendra également là-dessus. C'est sur la plateforme de dépôt BPI France, donc l'extranet PIC. Il doit être complet. Ça, c'est un élément vraiment important. On vous présentera également les différents éléments indispensables à déposer dans votre dossier de candidature. Nous, on peut valider et prendre en compte une candidature uniquement si le dossier est complet. Donc, la clôture, comme on l'a dit, c'est le 22 mars à midi. Étant donné que le dossier il est quand même assez conséquent, on vous invite vraiment à anticiper cette clôture et à préparer votre dossier vraiment en amont, parce qu'on ne pourra pas malheureusement prendre votre dossier s'il est incomplet. Donc, le projet il doit être porté par des entreprises monopartenaires qui doivent être des PME, donc avoir moins de 250 salariés. La taille des projets, là encore, c'est une nouveauté de cette 9e vague. Les projets doivent présenter une assiette de dépenses qui doivent être comprises entre 1 et 5 millions. Donc là, c'est uniquement à partir de 1 million, ce qui n'était pas le cas sur les vagues précédentes. Vous devez donc couvrir l'une des 4 thématiques qui a été énoncée auparavant. Et la durée des projets, c'est assez variable, mais on est plutôt sur des projets qui vont de 12 à 36 mois. Sur les critères de sélection, donc voilà, comme on a bien dit, c'est un concours d'innovation, donc il y a un peu cette notion-là de concours. Donc voilà, c'est vraiment, il faut démontrer pas forcément que le projet est bon, mais aussi qu'il est voilà meilleur et parmi les meilleurs des entreprises qui déposent à ce moment-là. Donc on va regarder, et puis après voilà, c'est concours, et puis il y a innovation. Donc forcément, l'un des plus grands critères va être le caractère innovant et la valeur ajoutée du projet. Donc, ce qu'il va falloir faire dans votre dossier, c'est vraiment faire un état de l'art de toutes les solutions qui existent au sein de votre entreprise, mais aussi au sein des entreprises concurrentes, et de démontrer en quoi votre projet que vous allez développer au cours du projet concours innovation est vraiment innovant et a vraiment des verrous technologiques, organisationnels, sociaux qui sont levés au cours du projet. Donc, ça va vraiment être ce point-là qui va vraiment être très important et à prendre en compte et à vraiment bien décrire dans votre dossier de candidature. Donc, on attend aussi des projets assez matures, comme on l'a dit. C'est voilà, le concours, c'est accélérer la mise sur le marché de solutions innovantes. Donc, il faut que la solution soit mise sur le marché pas trop tard après la fin du projet. Donc, il faut quand même que le projet soit assez mature. Attends pas forcément, voilà, n'a pas un TRL bien défini, mais il faut juste qu'à la fin du projet, qui dure entre 12 et 36 mois, comme Claire vous l'a dit, il faut que ça soit un TRL 8 ou 9 à la fin pour voilà, que ça soit commercialisé pas longtemps après. Après, on va bien sûr regarder la capacité de votre entreprise à porter le projet et à le mener à bien. Donc, ça va être autant la compétence de l'entreprise, est-ce que vous avez les bonnes personnes compétentes pour mener à bien le projet, mais aussi la capacité financière, parce que pour le concours innovation, on a la règle du 1 pour 1, c'est-à-dire que vous devez avoir 1 euro de capitaux propres, qui est égal, pardon, au sens, un montant, pour 1 euro de versé, vous devez avoir 1 euro de capitaux propres au sein de votre entreprise. Donc ça, c'est vraiment important. À noter qu'il n'est pas obligatoire d'avoir tous les capitaux propres dès le 22 mars, mais que vous devez présenter un plan de financement cohérent et voilà nous prouver, nous démontrer que vous pourrez avoir ce niveau de capitaux propres à la fin, au cours du projet et à la fin du projet. Après, on va regarder aussi, bien sûr, comme voilà, on a vu, la transition écologique était quand même assez importante, la performance environnementale du projet, avec une grille d'impact que vous allez devoir remplir et qui fait partie de cette candidature. Aussi, bien sûr, les impacts sociétaux et environnementaux du projet. Et bien sûr, le dernier point, c'est comme on l'a plusieurs fois dit, voilà, c'est mis sur le marché d'une solution innovante. Donc forcément, on va regarder l'impact économique du marché. On va regarder la qualité et robustesse du modèle économique. Est-ce que vous avez vraiment bien identifié le marché potentiel? Est-ce que voilà, vous visez les bons clients?
quelle est la part du marché? Voilà, est-ce que vous visez une part du marché beaucoup trop grande et ça veut dire que vous n'avez pas bien compris votre marché? Ou est-ce que voilà, c'est adéquat et cohérent avec la solution que vous avez? Donc tous ces points vont être regardés. Un autre point très important, c'est la réplicabilité du projet. Voilà, en fait, le concours innovation, ça ne finance pas un projet, ça finance vraiment le développement d'une solution, d'un produit qui va pouvoir être réplicable et voilà, vendu en beaucoup d'exemplaires. Voilà, on ne fait pas juste un projet à un endroit qui ne pourra pas être commercialisé et répliqué à d'autres endroits. Donc voilà, c'est tous ces points-là, tous ces critères de sélection, c'est vraiment voilà, ces critères-là qu'on va regarder quand on va lire votre dossier d'anglais et pendant l'audition. Voilà, on va revenir après sur le process de sélection, mais voilà, c'est ces points-là qu'il faut avoir en tête avec l'un des points les plus importants, c'est bien sûr le caractère innovant, comme c'est un concours d'innovation. Donc voilà, c'est pour ça qu'on insiste, j'insiste un peu là-dessus, parce que c'est vraiment là-dessus que la plupart des projets ne sont pas sélectionnés, c'est vraiment le caractère innovant. Et après, en optionnel, bien sûr, voilà, on fait ce webinaire avec Aerospace Valley, c'est la labellisation par un pôle de compétitivité. C'est facultatif, mais c'est fortement encouragé. C'est un document qui est pris en compte et qui en fait est un peu une gageure de la qualité et sur le fond et de la forme. C'est-à-dire voilà, votre projet a déjà été regardé par un organisme qu'on trouve compétent et donc voilà, ça donne un plus à votre projet. C'est voilà, c'est bien sûr optionnel, mais voilà, on vous encourage. Et la labellisation n'est pas obligatoire si vous l'avez pas dès le 22 mars, mais si vous l'avez voilà au courant du mois d'avril, il n'y a pas de souci, vous pouvez nous l'envoyer et on vous encourage vraiment à le faire. Merci Marie. Par rapport aux modalités de financement, donc vous allez présenter une assiette de dépenses qui doit être comprise entre 1 et 5 millions. Vous aurez donc dans cette assiette certaines dépenses qui seront les dépenses éligibles. Donc dans les dépenses éligibles, vous avez les salaires de personnel interne, les frais codex forfaitaires, les dépenses de sous-traitance à hauteur de 30% maximum, la contribution aux amortissements, en fait tous les frais qui vont être liés à votre projet, sachant que des coûts de communication, de marketing sont pas pris en compte. Donc, par rapport au financement, on va ensuite financer donc 45% de ces dépenses éligibles pour les petites entreprises et 35% seront financés pour les moyennes entreprises. Ce financement, il se fera sous la forme à 75% de subventions et 25% d'avances récupérables. Et par rapport au versement, donc vous aurez une première tranche à hauteur de 20%. Donc, comme le disait Marie tout à l'heure, c'est par rapport au versement donc, que vous pouvez calculer, essayer de voir par rapport à vos fonds propres, si jamais vous ne disposez pas de l'ensemble du montant d'aide total au moment de la décision de financement. Il faut regarder du coup par rapport au versement et calculer ce que représentent ces 20%. Si vous faites une levée de fonds un peu plus tardive, mais que vous disposez des 20% au moment du premier versement, ça vous permettra ensuite de disposer des fonds propres sur les versements ultérieurs. On pourra revenir là-dessus si vous avez un peu plus de questions. Donc, on va ensuite vous parler du dossier de candidature. C'est ça. Alors voilà, déjà un rappel, voilà, la date c'est bien le 22 mars à midi, donc déjà on vous encourage à anticiper cette date-là et de pas voilà vous y mettre dès le 22 mars à 9h du matin, mais voilà de bien regarder déjà la plateforme de dépôt de BPI France, vous avez l'adresse ici quand les salles vous seront envoyées, et de bien voilà vous familiariser un peu avec la plateforme, commencer à mettre des documents dessus pour voir voilà combien de temps ça prend, parce que de temps en temps si vous avez des gros documents ça peut prendre un peu plus de temps. Donc voilà, bien anticiper pour pas avoir le stress de la dernière minute et voilà, bien regarder et anticiper sur cette plateforme-là. Donc vous avez plusieurs documents qui constituent le dossier de candidature. Vous avez un fichier Word de 20 pages à peu près, une présentation de l'entreprise et du projet. C'est dans ces 20 pages de Word qu'il va falloir un peu voilà regarder. On va vraiment, c'est un des points centraux. On va vraiment regarder le caractère innovant et voilà la capacité de organisationnelle et financière de l'entreprise. Donc voilà, bien regarder et dire aussi que les informations que vous mettez sont confidentielles. Donc ne pas hésiter à vraiment expliquer en fait votre technologie, parce qu'en fait si vous restez beaucoup trop général ou voilà vous mettez des mots un peu clés mais tout en restant assez flou et un peu voilà trop vide, en fait on va pas pouvoir se rendre compte vraiment du caractère innovant et des verrous que vous allez lever, parce que si vous restez trop flou en fait ça risque, les instructeurs risquent de pas comprendre. Donc voilà, on vous encourage vraiment à être précis et bien indiquer ce que vous allez faire pendant le projet au niveau technique et organisationnel.
Et après, vous avez un jeu de slides. Voilà, ça c'est 20 slides, c'est pour mettre des illustrations, pour qu'on comprenne autrement un peu le projet, c'est pour mettre un peu, voilà, si vous voulez appuyer sur certains points, ça peut être voilà une bonne occasion. Après, vous avez l'annexe format Excel. Donc là, c'est l'annexe d'impact environnemental. Donc là, voilà, c'est de mettre une analyse taxonomique en mettant voilà les points. Si vous êtes plus je crois que c'est des -2 ou des entre -2 et +2, vous vous positionnez sur par exemple quel est votre projet sur la lutte contre le changement climatique ou la gestion des ressources. Donc voilà, c'est le fichier Excel. Après, notre Excel un peu plus financier avec la base des coûts, les plans de financement, les prévisions économiques. Donc voilà, tous les points importants. Donc, à vraiment bien remplir. Et on sait, de toute façon, c'est un peu difficile de faire des prévisions à plus 5 ans, plus 10 ans, mais nous, ça nous donne voilà un aperçu de voilà ce que vous sentez sur le projet. Il faut que ces annexes-là soient bien sûr en cohérence avec la présentation Word que vous avez fait auparavant. Après, on a le résumé en une page pour communication publique, nous ce qu'on appelle une fiche lauréat. D'ailleurs, vous pouvez aller voir sur les sites de BPI France et de l'ADEME, la plupart du temps, en fait, les fiches lauréats des anciens projets sont aussi sur la librairie ADEME et sur le site de BPI France. Donc, n'hésitez pas à aller regarder les anciens lauréats, ça vous donnera aussi des idées, en fait, de ce qu'on a déjà financé et de voir un peu si votre projet est en équation ou pas du tout. Après, ça ne veut pas dire que si votre projet vous retrouvez pas exactement votre projet, ça ne veut pas dire qu'il va être pris, mais voilà, ça peut vous donner une idée de ce qui a déjà été financé au sein du concours d'innovation. Et après, voilà, les documents administratifs, CABIS, RIB, liasse fiscale. Donc voilà, ça c'est des documents que vous devez avoir et que vous pouvez déjà, par exemple, mettre sur la plateforme de BPI France. Et après, bien sûr, le rapport et l'aide de l'habilitation. Et comme dit précédemment, si vous l'avez pas exactement au 22 mars, n'hésitez pas à nous l'envoyer par mail. En plus, si vous voulez la rajouter sur la plateforme BPI France, mais aussi nous l'envoyer par mail pour qu'on soit bien sûr de l'avoir reçu et de la prendre en compte dans l'analyse de votre dossier. Merci Marie. On l'a bien dit, mais en effet, j'insiste vraiment sur le fait que c'est important, je pense, de bien anticiper le dépôt des dossiers, d'autant plus que pour ceux qui n'ont pas encore déposé, l'extranet BPI France, il n'est pas forcément intuitif. Donc voilà, je vous invite vraiment à aller créer votre compte avant parce qu'on reçoit beaucoup de coups de téléphone de porteurs en panique le jour de la clôture et c'est pas forcément évident pour nous aussi de répondre à tout le monde. Donc n'hésitez pas à bien anticiper ce dépôt. On va maintenant pouvoir vous parler du processus de sélection. Donc, le 22 mars, vous avez la clôture. Donc, on va relever l'ensemble des projets qui seront déposés et complets sur la plateforme. Va ensuite débuter la phase de présélection, donc où l'ensemble des dossiers écrits seront regardés par des experts sectoriels côté BPI France. Sur la base de cette première étude de dossier, des projets seront présélectionnés. Et vous serez donc invité à passer en audition la semaine du 9 mai. La présélection sera donc en avril et la semaine du 9 mai, vous aurez les auditions. Les auditions, elles durent 1 heure, donc vous avez la présentation, des questions-réponses donc avec le jury et ensuite le moment de débrief uniquement pour le jury. Le jury, il est composé de personnalités qualifiées. Les personnalités qualifiées, ce sont des personnes issues de la société civile et qui disposent d'une expertise dans le domaine de votre projet et également des instructeurs côté BPI France ou ADEME en fonction donc de la thématique à laquelle vous avez déposé et éventuellement vous pouvez avoir des représentants ministériels. Donc à l'issue des auditions, les projets sélectionnés entreront en phase d'instruction. Donc c'est le moment où l'ensemble de vos dépenses vont être analysées pour effectuer des propositions de financement. Et donc ces propositions de financement seront présentées à l'État pour décision de financement et la sélection aura lieu en juillet 2022. Donc, vous devriez avoir l'annonce des lauréats se fera en juillet 2022. En annexe, on pourra revenir si jamais vous avez des questions un peu plus précises sur les thématiques. On pourra aborder un peu plus en détail les différentes thématiques. Si jamais vous avez plus de questions dans le cadre du dépôt et du montage de votre projet, n'hésitez pas à nous écrire donc sur les 2 adresses mail que vous voyez à l'écran et également à nous solliciter par mail ou par téléphone pour les contacts donc BPI France que vous voyez également à l'écran. Un grand merci à tous en tout cas et on va pouvoir donc commencer, je pense,
la phase de questions. Oui, merci beaucoup. Le timing est parfaitement tenu, bravo. Du coup, il y a pas mal de questions. Je vais essayer de les regrouper, mais j'arriverai peut-être pas pour toutes. Euh, une des premières questions qui a été posée et qui en rejoint une autre, c'était quelle est la barrière petite et moyenne entreprise par rapport au taux de financement et existe-t-il des restrictions au niveau de la taille des startups? Oui, en fait, petite et moyenne entreprise, c'est vraiment les taux de la Commission européenne, hein. Donc, moyenne entreprise, c'est en dessous de 250 personnes et en dessous de 50 millions de chiffre d'affaires ou 50 millions de chiffre d'affaires ou 43 millions de total bilan annuel. Et pour les petites entreprises, c'est en dessous de 50 personnes et 10 millions de chiffre d'affaires annuel ou 10 millions du total bilan annuel. Donc voilà, ça c'est bon, c'est vraiment les taux de les seuils de la Commission européenne. Donc voilà, c'est vraiment ça qu'il faut regarder. Après, bah du coup pour les startups, c'est un peu les mêmes choses. En fait, c'est vraiment, bah voilà, est-ce que c'est une PME ou pas? C'est bien. Si vous avez une personne ou deux personnes, ça marche autant que si vous en avez 49 ou 249 aussi. Et du coup voilà, pour les petites entreprises, c'est 45% et pour les moyennes entreprises, c'est 35%. Après, bien sûr, à prendre en compte, ce qui est très important, c'est aussi votre actionnariat et de regarder, en fait, si vous n'êtes pas une entreprise partenaire ou liée, en fonction de votre actionnariat, si vous êtes détenu à plus de 25% ou 50% par exemple, une grande entreprise, ça peut changer votre statut. Donc, bien regarder en fonction de votre actionnariat aussi. Voilà, parce que potentiellement, par exemple, vous êtes que 5 personnes, mais vous êtes détenu à 80% par une grande entreprise, bah, finalement, vous êtes une grande entreprise au niveau de la Commission européenne et du coup, vous pouvez pas candidater à Innov. Donc, regardez aussi l'actionnariat. Ouais, ça sort, du coup, vous sortez des critères d'éligibilité de base. Ça rejoint peut-être quelques questions qu'on a sur la capacité en fonds propres. Et peut-être la taille des startups va être aussi drivée par les capacités en fonds propres. La première question sur les fonds propres, c'était pour être sûr de bien comprendre. Il est nécessaire d'avoir les fonds propres équivalents au montant de l'aide accordée et non équivalent au montant du projet. Ai-je bien compris? Et l'autre question, c'est peut-on rappeler les conditions de fonds propres, notamment les conditions relatives au versement versus fonds propres disponibles? Alors en fait, donc c'est bien, vous devez disposer du montant de l'aide accordée, en effet, et pas du montant de l'ensemble du projet. Par rapport au versement, en fait, la règle du 1-1, c'est que vous devez disposer donc en fonds propres du montant de l'aide versée. Cette aide, elle est versée via différents versements. Et donc, typiquement, là, tout à l'heure, on avait le premier versement à hauteur de 20%. Vous devez donc avoir, à date du premier versement, 20% de votre aide accordée. Et vous avez encore, du coup, un certain délai pour obtenir 80% en fonds propres de l'aide qui vous sera versée via d'autres versements. En fait, ça vous permet typiquement, si jamais vous avez une levée de fonds qui est prévue un peu tard, enfin, dans les mois qui viennent et qui vous permettra de disposer de l'ensemble du montant d'aide en fonds propres, ça vous permet de disposer uniquement du montant d'aide, enfin des 20% à date du premier versement et ensuite d'échelonner par rapport à votre levée de fonds. J'espère que c'est un peu plus clair. Pour moi, oui. Si jamais ça l'était pas, n'hésitez pas à reposer la question dans Ouais. le chat, hein. Elles s'empilent les unes après les autres, donc il n'y a pas de souci. Euh, Concernant la dimension partenariale de l'appel à projet, donc il a bien été noté que c'était pour des partenaires seuls. Il y a deux questions qui se rejoignent. C'est impossible d'associer un laboratoire au projet. Et l'autre question, c'est quels sont les justificatifs nécessaires pour argumenter d'aller au-delà des 30% de coûts de sous-traitance. Ouais. Alors pour le laboratoire, c'est pas, en fait, c'est juste qu'en fait l'entreprise va porter seule le projet, mais par exemple le laboratoire peut venir jusqu'à 40% en sous-traitant. C'est juste qu'en fait il n'est pas considéré comme voilà partenaire du projet, juste considéré, c'est l'entreprise qui dépose et le laboratoire vient en sous-traitance. Donc c'est plus en fait au niveau gouvernance du projet, c'est pas exactement la même chose, mais on peut s'associer à un laboratoire qui en fait c'est juste une prestation de service qui lui est
qui est acheté par l'entreprise au sein du projet. Mais voilà, on peut quand même avoir un laboratoire ou d'autres entreprises. Et après, et oui, sur l'autre question, je m'en rappelle plus, pardon. Il y avait trop C'est de. par rapport à la limitation justement à 30% de Ah oui, sous-traitance dans le budget global. ça peut s'entendre. En fait, là, il faut vraiment décider, déjà, de bien montrer que la création de valeur ajoutée et les verrous levés sont bien au sein de l'entreprise qui porte le projet. C'est en gros qu'on va pas, qu'on sous-traite, enfin, en gros, que c'est pas une PME qui arrive et qui dépose le projet, mais en fait, c'est une grande entreprise derrière qui va porter le projet et qui fait tout. Et en fait, voilà, qui est sous-traitant. Donc voilà. C'est bien regarder que la création de valeur est bien faite par l'entreprise qui dépose le projet. Après, ça dépend aussi de combien. Si c'est par exemple, vous êtes à 30 et finalement, vraiment sur le calcul, c'est 31%. Bon, bah voilà, on peut s'entendre, c'est pas 30%, ça peut s'expliquer, on pourra faire une demande au COPIL et au comité de pilotage et potentiellement ça peut être accepté. Après, si plutôt vous êtes autour de 70-80%, là c'est vraiment, ça dépend vraiment des filières, des secteurs, ça a déjà été fait, mais voilà, c'est vraiment important. Il faut vraiment que vous ayez, que la création de valeur soit bien au sein de l'entreprise et qu'en plus, voilà, vous ayez un contexte un peu favorable. Où, voilà, enfin, faut bien indiquer pourquoi est-ce que vous pouvez pas porter en propre ces dépenses et en quoi c'est dû voilà, au secteur ou à la filière un peu particulière. Donc voilà, c'est bien ces éléments-là. En fait, faut écrire et potentiellement ça peut être accepté ou non par le comité de pilotage. Ça, on peut pas le dire avant. Sachant que, pardon, ça n'a peut-être pas été très clair tout à l'heure, mais en effet, les dépenses de sous-traitance, elles ne doivent pas dépasser 30% des coûts totaux, sauf dans le cas où c'est des sous-traitances par un laboratoire ou par un organisme de recherche publique. Et dans ce cas-là, le plafond, il est à 40%. Ok. Parfait. Alors, il y a un certain nombre d'autres questions. Sur les critères d'éligibilité, peut-être toujours. Il est indiqué que le projet ne doit pas avoir démarré avant la soumission. Il est mentionné que le projet ne doit pas être commencé avant le dépôt du projet. Est-ce qu'on peut apporter des précisions? Qu'est-ce qu'on appelle avoir commencé, démarré, sachant que j'imagine que c'est la date d'éligibilité des dépenses dont vous parliez? Ah oui, en fait, en fait, il peut y avoir eu déjà des recherches, forcément, puisqu'on vous demande que les TRL soient pas à zéro au début. Donc, si vous avez déjà fait une preuve de concept et ça, en fait, c'est pas déterminé comme le projet, mais c'est plus, en fait, les tâches et les lots que vous mettez au sein de votre annexe financière. Ces lots et ces tâches ne doivent pas avoir commencé avant. En fait, vous pouvez pas, par exemple, nous dire, le lot 1 du projet a commencé en février. Alors qu'en vrai, le projet doit commencer le 22 mars. Parce qu'en fait, sinon, on a une question d'incitativité de l'aide publique où en fait, sinon, c'est-à-dire que vous auriez fait le projet quoi qu'il arrive, même si l'État vous donnait pas ce financement public. Ça ne va pas. En fait, il faut qu'il y ait un risque pris par l'État. Et du coup, c'est pour ça qu'on vous demande que les dépenses soient commencées à partir du 22 mars. Ok. Sur le projet là, mais voilà, je comprends que par exemple la solution elle peut avoir déjà été développée en partie parce qu'on vous demande de commencer plutôt un TRL 4-5, donc forcément il y a eu déjà des développements sur la solution, mais le projet en lui-même doit commencer le 22 mars. C'est très clair. Il y a une question sur les thématiques. En fait, il y a deux questions sur les thématiques, une très précise, une plus générale. La plus générale, c'est en gros, est-ce qu'il y a des sujets qui ne seront pas dans tous les cas financés dans le cadre de Innov, dans les quatre, même s'ils portent dans les quatre thématiques. Et il y a une question plus précise qui rejoint un petit peu celle-ci, c'est concernant l'aviation légère et l'aéronautique. Visiblement, c'est une personne qui avait eu des échanges avec des services de l'ADEME sur ce sujet-là et qui s'était vu répondre que l'aviation légère ne pouvait pas être financée dans le cadre de ce programme car ça pouvait créer un risque d'effet rebond, c'est-à-dire inciter la pratique de l'aviation, ce qui aurait indirectement un impact négatif
sur l'environnement, j'imagine, sachant que le projet mentionné, à mon avis, parle de la réduction justement de l'impact carbone de l'aviation légère. Ok, oui, je vois. Après, bon, ça potentiellement, là, j'ai pas toutes les informations là maintenant pour y répondre. Après, sur le transport en général, on dit bien que le transport touche, enfin voilà, c'est tous les transports. Après, c'est vrai qu'on l'ADEME, on est plus sur les secteurs plutôt fluvial, maritime, routier et ferroviaire. Il n'y a pas le transport, enfin, un transport aérien est mis en avant quand même. Donc voilà, il n'y a pas de souci sur le transport aérien. Après, c'est sûr que bon, sur l'impact environnemental, je sais pas comment, enfin voilà, je sais pas exactement de quel projet vous parlez, donc je peux pas vous répondre directement. Peut-être que vous pouvez envoyer un mail au concours innovation, à l'adresse du concours innovation ADEME. Mais forcément, oui, l'impact environnemental du projet va être regardé. Et en fait, ça va dépendre aussi de comment votre dossier était monté. Est-ce qu'il a bien argumenté cette partie-là et a bien démontré? Parce que voilà, faut bien démontrer ça. Après, ça ne veut pas dire que c'est interdit. Comme je l'ai dit, il y a bien écrit dans le cahier des charges aérien. Donc, c'est pas inéligible. Après, voilà, ça ne veut pas dire que Et ça c'est veut dire une. qu'il y a une argumentation particulière à apporter pour le comité de pilotage afin de vraiment Après, en fait, consolider la oui, c'est un peu dimension impact toujours. positif. Enfin, c'est vrai que dans les questions de transport, mais un peu sur d'autres aussi, l'effet rebond est toujours regardé aussi. C'est vrai que, par exemple, sur, je sais pas, sur le covoiturage ou des choses comme ça, on regarde toujours l'effet rebond est important et c'est très regardé, surtout sur le secteur du transport où il faudrait pas. Ouais, c'est pas parce qu'on encourage le covoiturage, ça veut pas dire du coup qu'il y aura plus, faut pas mettre plus de véhicules sur la route que ce qu'il y en a déjà, en fait. Le but, c'est de le réduire. Donc, voilà, on regarde toujours l'effet rebond et c'est important et ça sera regardé dans l'impact environnemental. Mais c'est pas inéligible. Et sur l'autre question un peu plus générale, bah, en fait, si vous rentrez dans l'une des catégories qu'on a mis, et enfin, vous, en fait, vous pouvez lire le cahier des charges et les fiches thématiques. Si vous pensez que votre projet rentre dedans, déjà, vous pouvez envoyer un mail. Et comme ça, on peut vous dire oui, ça rentre ou bah non, ça rentre pas du tout. Et regardez, mais il n'y a pas de thématique interdite si, par exemple, c'est du transport ou du bâtiment. Et que voilà, ça va rentrer normalement. Après, voilà, vous n'hésitez pas à envoyer un mail pour être rassuré si vous voulez avant de vous lancer dans le dossier candidature. Donc, pour regarder et vous dire si ça rentre ou pas. Très clair, merci. Deux questions légèrement différentes mais qui peuvent se rejoindre. C'est pouvons-nous soumettre un nouveau projet, sous-entendu un projet qui aurait déjà été soumis à Innov, le soumettre à nouveau. Et est-ce qu'il y a un lien ou une incompatibilité avec le dispositif iLab? Alors oui, en effet, vous avez tout à fait la possibilité de redéposer un projet, à condition bien sûr du coup de l'avoir retravaillé. Si jamais il n'a pas été pris lors d'une vague précédente, c'est pour certaines raisons. On essaye en tout cas de consacrer du temps aux porteurs pour faire les retours suite au refus. Donc c'est vraiment important dans le cadre d'un redépôt de prendre en compte et de modifier du coup en fonction votre projet. Mais vous avez tout à fait la possibilité de redéposer. On a même fait une étude sur les chiffres, sur les statistiques, et vous avez exactement le même nombre de chances d'être, enfin, vous n'avez pas plus ou pas moins de chances d'être lauréat si vous avez déjà déposé un dossier que celui-ci a été refusé auparavant. Oui. Et là-dessus, juste pour ajouter, pas la peine par contre de redéposer exactement le même dossier si Oui, vous changez rien. Bah, la plupart du temps, c'est que l'avis du jury va être le même si vous n'avez pas changé. Enfin voilà, si vous avez fait des retours, essayez de les prendre en compte. Sinon, de toute façon, vous aurez à peu près la même réponse puisque voilà, il n'y a pas de. Je ne vois pas pourquoi en 6 mois le jury aurait changé d'avis. oui, tout à fait. C'est vraiment du coup à la condition de l'avoir modifié. Et du coup, par rapport sur l'autre question, pardon, sur la continuité par rapport à iLab, donc ça rentre vraiment dans la continuité du concours d'innovation iLab. On va rechercher des projets qui vont être plus matures, qui vont être enfin vraiment plus innovants également, et on va peut-être attendre un peu plus en termes de capacité financière du porteur à porter le projet. Euh, Étant donné que dans le cadre d'iLab, typiquement, c'est un des rares appels à projets où la règle des fonds propres n'est pas mise en place, et où votre entreprise, typiquement, enfin pour déposer, ce sont des personnes physiques qui déposent, et vous avez la possibilité de pas, des entreprises qui n'ont pas encore été créées peuvent déposer un projet. Donc là, on va rechercher vraiment des projets plus matures,
avec du coup des entreprises forcément plus matures. Et du coup, forcément, les attentes vont être différentes. Sur iLab, on va beaucoup plus regarder l'équipe qui porte le projet plutôt que forcément la capacité financière, parce que ce sont des entreprises qui débutent, alors qu'on va vraiment un peu plus regarder la capacité financière sur Innov. Donc, ça dépend vraiment de l'étape dans laquelle vous vous trouvez dans le process de création, enfin dans la gestion de votre entreprise. Et des lauréats à iLab peuvent complètement déposer un projet sur Innov et c'est tout à fait l'idée. iLab et iPhD d'ailleurs. Ça rejoint du coup une autre question qui était quel est le TRL attendu en fin de projet? Aux Oui, alors alentours de là-dessus, 4-5, vas-y. non, à la fin du projet, plutôt 8, 9. Au début, en fait, au début du projet, c'est bien de pas commencer trop bas. Après, c'est vrai que sur certains, en fait, c'est qu'en fait, au bout de 12 à 36 mois, euh, vous soyez à un TRL 8-9. Après, du coup, ça dépend. Sur certains sujets un peu spécifiques, sur par exemple les algorithmes ou les choses comme, ou voilà, des projets un peu comme ça, il n'y a pas besoin enfin, ça peut aller très vite. Mais par exemple, sur je sais pas, si vous voulez faire un démonstrateur et un prototype un peu plus lourd en bâtiment ou en énergie, bah, ça va prendre plus de temps. Donc là, vous pouvez pas commencer TRL2 parce que en 36 mois, vous n'aurez pas le temps. Donc ça dépend un peu de curseur. On ne dit pas vraiment de TRL de départ, mais c'est plus le TRL d'arrivée qui doit être autour de 8-9 pour après avoir une commercialisation assez rapide après la fin du projet. Merci. Et alors, il y a encore quelques questions peut-être un petit peu plus techniques concernant l'achat de matériel. Est-ce que le matériel acheté avant le démarrage du projet peut être valorisé dans l'assiette des dépenses? C'est-à-dire l'amortissement d'un équipement acheté en 2021 peut-il être mis dans un projet en 2023? Bah, du coup, sur ce problème, en fait, ça va être un problème forcément d'incitativité, ou si vous l'avez déjà acheté, enfin voilà, donc ça va poser des problèmes. En fait, ça va, et puis surtout, c'est avec la facture. Si votre projet commence le 22 mars, bah, en fait, tous les achats doivent être faits après le 22 mars pour qu'ils soient pris en compte, malheureusement. Après, vous pouvez, enfin voilà, si c'est un truc très important et très gros, vous pouvez essayer de le mettre et ça sera pris en compte ou non. De toute façon, enfin voilà, on vous encourage à le mettre. Vous pouvez le mettre quand même dans l'axe 2 en expliquant voilà les conditions. Et de toute façon, ça sera jugé comme éligible ou non par l'instructeur. C'est-à-dire qu'en cas de sélection du projet, au moment de la négociation, entre guillemets, de la notification, il y a des échanges qui sont faits sur la partie budgétaire et il y a Et ça, sur les éventuellement dépenses éligibles, on regarde les dépenses éligibles, il y a des allers-retours. Après, comme je vous dis, il faut pas que ça remette en cause l'incitativité de l'aide, donc ça ne doit pas être un élément déterminant pour le projet et qu'en fait, bah voilà, c'est le fait que vous ayez ça, ça démontre que vous allez faire le projet de toute façon et qu'en fait, le fait que vous ayez l'aide ou pas ne vous encouragez pas à faire le projet. Donc, enfin voilà, bien regarder quand même à vous de voir voilà si ça vaut le coup ou pas de mettre cette dépense-là dans le dossier candidature. Mais en tout cas, oui, et pardon, juste pour précision, il y a bien des échanges qui sont faits entre le porteur et du coup les instructeurs qui sont les experts sectoriels. C'est vraiment toute la phase d'instruction. Ils vont regarder du coup l'assiette de dépenses, extraire les dépenses éligibles et pour vérifier justement toutes ces dépenses éligibles, il y a vraiment des échanges avec le porteur. top, merci. Une question là pour le coup assez technique et je pense que ça dépend, enfin, c'est presque une question de fiscalité. C'est dans le cadre d'un laboratoire de recherche privé établi en France et ayant une immatriculation en France, ayant également un partenariat avec un cluster aéronautique français, mais appartenant à un groupe étranger, est-il éligible à cet appel à innovation? Donc j'imagine que ça dépend de son statut PME ou non. Mais... Oui, parce que si c'est un laboratoire Ouais. privé, que ce soit comme une entreprise et un statut PME, en fait, la partie importante, c'est est-ce qu'il est un cabis et enregistré au registre des commerces. Dans ce cas-là, c'est bon. En fait, s'il a un cabis et il est enregistré au registre des sociétés en France, c'est bon. Mais voilà, faut bien que ce soit une entreprise et une PME. Et après, en fait, on ira regarder, mais oui, de temps en temps, en fait, certaines entreprises qui ont été lauréates sont détenues à l'étranger, mais voilà, moins.
c'est pas des entreprises partenaires, c'est pas des entreprises forcément liées. C'est bon, c'est vraiment une entreprise française qui est détenue par une holding à 5%. Voilà, ça, on ira pas, enfin, on ira regarder pour la capacité financière, mais ça remet pas en cause l'éligibilité de l'entreprise. Ok, et j'imagine qu'il faut que les travaux soient réalisés, par contre, sur le territoire français. Les dépenses éligibles sont des dépenses réalisées dans l'entreprise française. C'est ça, en fait, tous les travaux de R&D doivent être faits en France. Après, si par contre, pareil, les sous-traitants, ça doit être des Français. Si vous trouvez pas de sous-traitants français, ça doit être des sous-traitants plutôt européens, et si pas européens, mondiaux. Mais par exemple, si vous, je sais pas si vous travaillez très bien déjà maintenant avec une entreprise, je sais pas, allemande, il faudra nous démontrer qu'il n'y a pas d'entreprise française qui fait la même chose à un prix compétitif. C'est aussi une à prendre en compte. Et après, pareil, voilà, pareil au niveau mondial. Et ça peut être, voilà, tous les travaux de R&D doivent être faits en France, mais par contre, ça peut être une commercialisation internationale. Vous n'êtes pas obligé de vous cantonner au marché français. C'est même plus encouragé si vous avez déjà des contacts pour commercialiser votre solution en Europe ou à l'international, de le mettre. Et voilà, c'est important. Mais c'est juste que la R&D en elle-même, ce qui est aidé dans le cadre du concours innovation, doit être fait en France. Mais vous n'êtes pas obligé de cibler que le marché français. Ça marche. Alors, je vais garder une dernière question pour la fin. Il n'y en a pas eu d'autres entre-temps. Je regardais, c'est par rapport à la labellisation. Qu'entendez-vous par lettre de labellisation? Je peux répondre peut-être en tout cas pour le pôle Aerospace Valley, mais de manière générique pour l'ensemble des pôles de compétitivité. La labellisation, c'est un processus qui est relativement bien cadré, c'est-à-dire qu'on soumet le projet à un comité de labellisation qui est composé des membres des différents collèges du pôle de compétitivité. Donc il va y avoir des grands groupes, des PME, des chercheurs qui vont regarder le projet et qui vont évaluer sa pertinence au regard des enjeux stratégiques pour les secteurs adressés par le pôle de compétitivité intéressés par la demande de labellisation. Et donc, à l'issue de cette instruction-là, le pôle qui labellise va éditer un courrier argumentant le pourquoi du label. En quoi le projet peut être potentiellement à fort impact pour la filière aéronautique, espace, drone, en tout cas pour le pôle Aerospace Valley. Et du coup, ce processus-là prend un petit peu de temps, c'est-à-dire qu'en tout cas au pôle Aerospace Valley, mais dans les autres pôles, c'est relativement la même chose. Au moment où vous préparez votre réponse à appel à projet, on peut vous mettre à disposition des experts pour vous aider justement à orienter l'argumentaire sur l'impact, orienter éventuellement certains développements, certains work packages en fonction des contraintes des secteurs d'activité, typiquement l'aéro et tout ce qui va être certification doivent être pris en compte très tôt dans les développements. Et une fois que vous aurez soumis votre dossier, en tout cas c'est comme ça que ça se passe dans Innov, votre projet tel que soumis va être adressé au pôle de compétitivité et à son Comlab en avril. Donc juste après la date limite de la BPI, nous on va soumettre le dossier au Comlab qui va ou pas labelliser le projet et éditer cette lettre. Alors je crois qu'on a fait le tour des questions. Si jamais il y en avait une dernière, n'hésitez pas à la poser. J'essaye de regarder en continu, mais je pense qu'on a à peu près tenu la montre, c'est-à-dire qu'on arrive à quasiment la fin du temps qu'on s'était prévu. Donc s'il n'y a plus de questions, il me reste à vous remercier tous pour votre participation. Marie et Claire plus particulièrement pour la qualité de votre présentation, votre disponibilité. Merci beaucoup. Je pense que c'est très important pour nos membres. De manière générale, moi ou mes collègues au sein du pôle, on se tient à votre disponibilité pour la préparation des réponses à appel à projet. Claire et Marie également, s'il y avait des questions très spécifiques sur le dispositif. On va mettre à disposition à l'issue de ce webinaire les présentations de Claire et Marie pour que vous puissiez les regarder et les digérer. On va aussi mettre en ligne la vidéo d'enregistrement du webinaire et donc vous aurez nos coordonnées via ces informations-là qu'on va vous retransmettre d'ici quelques heures ou quelques jours. Merci à tous pour la qualité des questions et pour votre écoute. Et voilà, n'hésitez pas, Claire a remis les contacts et voilà, n'hésitez pas du coup aussi à revenir vers Aerospace Valley pour la labellisation. Comme j'ai dit, c'est quand même assez important. Ils peuvent être vraiment d'un soutien et voilà, un bon accompagnement pour tout le montage du dossier.
Et merci à tous également et merci Laurent de nous avoir sollicité. C'est toujours plus agréable de s'adresser directement aux entreprises. Donc merci à tous. Et n'hésitez pas, en effet, vous voyez bien les contacts là, à l'écran. Merci beaucoup. Merci tout le monde. Merci, à très bientôt. bonne journée. Au revoir. Bonne journée, au revoir.